François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft. Tu vois, t'appuies sur le bouton, tchoc là, et ça recommence parce que je vois sur l'ordi qu'on est à l'envoi numéro 174 depuis le 1er janvier de cette année, 25 juin. Tu multiplies par 2, on est bientôt à 348. Bientôt on aura, hop là, l'équinoxe de cette expérience où des fois tu te réveilles le matin, tu dis mais qu'est-ce qui m'a pris de me lancer là-dedans? Et puis finalement, mais tu le fais quand même. Pourquoi? Parce que, par exemple, on te dit, dis donc, t'as vu là la tempête à New York? Et toi tu dis, ah bon, j'ai rien vu dans le journal. Oui, mais c'était parce que toi tu pensais le journal 1925 alors que t'as pas vu la tempête à New York. On te disait là maintenant il fallait que tu regardé le journal de 2025, ce que je fais aussi d'ailleurs, parce que le New York Times en ce moment, c'est bien d'avoir aussi ce genre de point de vue. Mais là, c'est pas notre affaire. On est donc le 25 juin 2000. Et tu vois, et ça y est, c'est reparti. Misère! Le 25 juin 1925. Et je vous l'ai dit, on va faire tout de suite d'ailleurs ordi. On est cette semaine qui a commencé dimanche 21. Je vous l'ai dit, c'était pas très facile pour moi parce que on a 2 jours avec Sonia qui fait 2 nuits dans le train pour un aller-retour à Cleveland. C'est une nuit blanche de la Penn Station. Passer sa journée probablement dans des démarches avec son nouvel employeur, probablement aussi pour trouver un logement, quoiqu'à Cleveland, Lovecraft est tout un réseau de connaissances, heureusement, probablement elle a rencontré les Galpines, mais tout ça on ne sait pas, c'est qu'on est forcé de travailler avec des suppositions. Qu'est-ce que tu fais quand tu dois te loger pour pas cher dans une ville là qui est à 10 heures de train dans l'Ohio, qui est un drôle d'état complètement aux antipodes de New York pour ce qui est de l'esprit général, et elle revient dès le soir, encore une nuit blanche, et son époux, qui ne l'a pas accompagnée à la Penn Station pour son départ, se garde bien. Oui, il s'est levé tôt quand même, donc il l'attend. Mais hier, il a fallu qu'elle rentre toute seule de la Penn Station, alors que lui, les allers-retours, évidemment, Clinton Street, Manhattan, c'est ce qu'il fait tous les jours. Donc, c'est ce qui fait qu'on est toujours au bord d'émettre des suppositions. Qu'est-ce qui se passe entre deux? On est dans cette période, je dirais, vous savez, de fractionnement, là, comme ils veulent fracturer les bitumes du sous-sol, des fractionnements, parce que après les grands enthousiasmes pour New York, la vie new-yorkaise, toute l'implication que depuis janvier il a mis pour être avec ses amis là, du Kalem Club, quelque chose de collectif qui pour lui représente une telle respiration, un tel élan littéraire. Oui, mais cet élan littéraire, est-ce qu'il l'a conduit à reprendre là le collier, l'établi, la grosse charrue là, de l'exercice terrible qu'est celui de la fiction tous les jours? Non, et dans ce fractionnement, on l'a vu avec la lettre à Maurice Mao du 15 juin, Maurice Mao qui est dans le Wisconsin. Il amorce déjà l'idée qu'il reviendra à Providence l'année suivante. C'est de même chose avec Leeds. Hier, on avait lors de la réunion des boys, la réunion hebdomadaire. Là, cette fois, c'est Leeds qui était là, et Leeds qui lui exprime un petit peu, tu en es où? Parce qu'il y a cette possibilité qui serait géniale d'écrire des textes publicitaires. Alors, des textes publicitaires, on a ça dans les mêmes années, enfin, peut-être même
quasiment en même temps chez Blaise Cendrars à Paris, lui qui annonce publicité égale poésie et qui y va. La publicité est la fleur de la vie contemporaine. 2 exemples. Dehors, il y a les routes, les voies ferrées, les canaux, les usines, les lignes électriques à haute tension, les ponts, les tunnels, les ports, les gares, toutes ces lignes droites et toutes ces courbes qui dominent le paysage contemporain et lui imposent leur grandiose géométrie. Dehors, il y a la rue, les vitrines, les affiches, les palaces, les dancing, les cinémas. On dit, et ça, on est dans un trait direct. Oui, c'est 1928. Qu'est-ce qu'il écrit, Blaise Cendrars? Il écrit en 1928 un texte pour un bijoutier. Le monde entier a été sensible à l'exploit de Lindbergh. Lindbergh, là, il est en train de se préparer. Ce sera juste nous, une fois Lovecraft rentré à Providence en 1927. Qu'est-ce qu'un bijou moderne? Le bijou moderne n'est pas un boulon que l'on monte en épingle. Ce n'est pas un roulement à billes que l'on met sous verre dans un salon. Ce n'est pas, etc., etc. Cendrars, non seulement prend au sérieux l'écriture au service de la publicité, parce qu'il faut bien bouffer, mais il en fait un objet esthétique, il en fait une proclamation. Publicité égale poésie, et il le met en route à partir de l'écriture qui est pour lui celle qu'il invente en 1910 à New York Flashlight. Quand il écrit, il y a l'auto, le pullman, l'avion, les longues surfaces lisses, les longues surfaces portantes pour les trépidations et les courbes, le cuivre, le nickel. Bon, alors là, on est loin de Lovecraft. Ouais, on est en même temps. Et c'est ça peut-être pour moi aussi le paradoxe. Lovecraft qui aurait tellement besoin en ce moment de manier avec ambition, volonté, insolence, ruse, l'écriture publicitaire, parce que il en rêve de la proposition de Leeds. C'est grâce à la proposition de Leeds qu'il pourrait revenir à Providence et faire ça à distance. Et on les a vus le mois dernier, je les ai donnés un petit par avance, les textes qu'il va produire et donner à Leeds. Et ça marchera pas, alors même que là, depuis quelques jours, à mesure que j'avance dans le New York Times, on va voir d'ailleurs dans même le PDF chaque jour. Mon PDF est construit un petit peu autrement aujourd'hui. Quand on regarde par exemple une publicité de machine à écrire, les machines à écrire Royal, combien il y a de textes à l'intérieur? C'est ces textes-là qu'il pourrait faire Lovecraft, au lieu de faire des textes sur les horloges et les pendules, les coupes de verre à l'ancienne. Et puis la publicité Chrysler, voilà. Alors évidemment vous dites, et puis même, dites-moi quoi, il y a des gens qui se sont inscrits pour recevoir ce PDF tous les jours, et ils ont payé là leur petit écho pour les livres et tout ça, pour recevoir quoi? Des publicités de bagnole? Bah ouais, mais regardez-moi ça, le dessin des Chrysler en 1925. Mais là, qu'est-ce qui est important? C'est pas qu'elle coûte $895, les Chrysler neuves, la Chrysler 4. Non, c'est qu'il y a aussi du rédactionnel. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à la question du texte. La publicité sans texte sortira dans les années 1970. Lovecraft, c'est ça aussi qu'il pourrait écrire. Et non, c'est ça qui marche pas. Alors vous voyez, je suis parti un peu dans tous les sens, mais ça fait rien. Retour à notre semaine commencée donc dimanche 21. 25, on est déjà jeudi, puisque toujours, vous en avez marre de m'entendre le dire, mercredi pour nous, jeudi pour eux. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est peu. C'est-à-dire, il se passe tellement de choses là, dessous, entre Sonia et lui, entre la ville New York et lui, entre l'aspiration à Providence est-ce qu'elle se reconstruit ou est-ce qu'elle se construit? Ça encore. C'est-à-dire qu'en ce moment, pour la première fois de sa vie, il s'enfonce dans des lectures tenant à l'archéologie de sa ville, Providence. Et ça, c'est tous les jours depuis une semaine. Read Rhode Island Books. On l'a vu avant-hier aller à la Public Library pour lire cette Providence aux temps coloniaux de Gertrude Selwyn Kimball, parce qu'il ne peut pas se le procurer lui-même. Donc l'idée, là, comme Faulkner avec son Yoknapatawpha, faire de Providence une ville qui serait à la fois
le territoire des fictions, comme l'affaire Charles Dexter Ward, comme La Maison Maudite, qui est déjà écrit mais pas publié, commence à prendre des coups sérieux dans la gueule, comme un texte qui pour moi serait peut-être un des plus beaux, celui qui hante la nuit, Haunt of the Darkness. Là, c'est Providence. Mais prenez Innsmouth, c'est Providence transformé en Arkham. Providence devient ville fictive. Et on dirait que ça se fait là encore par fracturation intérieure. C'est des choses qu'on découvre exister en soi rétrospectivement. Et là, c'est là où, pour moi, c'est ce travail là, au microscope sur ces petits carnets. À la fois, il est justifié, à la fois, on palpe à tâtons, mais on verra bien ce qu'il y a au bout du voyage. Mais vous voyez, ce genre de questions, est-ce qu'on aurait pu les formuler là, avant de s'embarquer? Non, ça c'est ma récompense. Alors reste qu'aujourd'hui, le 25, comme demain qui sera pas beaucoup plus facile. Ah si, on pourra parler de haricots. Bean dinner, on a mangé des haricots, alors que Sonia était partie, elle, dans Manhattan. Et puis toujours ces mentions qui sont rayées, pourquoi il raye des choses dans son truc, encore que là, c'est encore assez fastoche. Il y a que Lillian Clark, donc, il écrit qu'il a, à 2 reprises, qu'il a pris du temps pour écrire à Lillian, et il a rayé, alors que le 27, il le gardera. Alors savoir, qu'est-ce que c'est des brouillons déchirés? Qui sait? Mais ça, gardons-nous des hypothèses. Revenons au 25. Up at noon, lever midi. Souvenons-nous que Sonia venait de passer 2 fois 10 heures en train de nuit pour aller à Cleveland et retour. Le bruit des trains. Vous pensez qu'il y a des premières classes et des wagons réservés? Non, c'est pas mystère dans l'Ouest ici. Est-ce qu'on voyage en 3e classe? Peut-être pas. Peut-être même que elle a la chance que ce soit son employeur, son nouvel employeur, qui lui ait payé le voyage. Espérons-le pour elle, mais c'est peu probable. En tout cas, elle a passé 2 nuits. Un des voyages précédents, retour de Cincinnati, c'était dans ces nuages-là, des grosses chaudières à charbon. Elle a pris une escarbille dans l'œil, et la promiscuité, etc. Est-ce que c'est même une couchette, ou c'est simplement être sur un mauvais fauteuil? Elle vient de passer 2 nuits blanches, elle qui n'est pas d'une grande santé, 2 pleines nuits dans le train. Bon, pour une fois, c'est ensemble qu'il y a la grasse mat. Allez, on va pas mettre des mots comme ça, c'est déjà tricher. Hop, at noon. Sonia récupère, et lui, en fait, c'est son horaire normal. Alors là, peut-être, on a le droit de le dire. SH out. Elle s'en va. Alors où est-ce qu'elle va? Elle va à Manhattan, elle va downtown, parce que maintenant qu'elle a vu comment ça se passait à Cleveland, qu'elle a une idée plus claire des questions de à quoi on va l'employer, comment elle doit réorganiser, les prérogatives qu'elle souhaite dont elle souhaite disposer, probablement c'est là se confronter là à son nouvel employeur une fois maintenant qu'elle a vu, là, sur le terrain, comment ça se passe. Et monsieur, pendant ce temps-là, il l'accompagne à Manhattan, lui qui aime tellement aller à Manhattan, perdre du temps à se promener, bader le nez en l'air. Non, Rhode Island Book. Alors là, on en a parlé plusieurs fois, c'est les livres qui lui appartiennent, qu'il a achetés à New York depuis janvier, pas cher, parce que ces livres-là, il n'y a que lui que ça intéresse. Et puis là, tout d'un coup, wow, ça y est, j'ai trouvé mon PDF du jour, Rainstorm. Il y a ça, il y a une chanson des Doors qui commence comme ça par un bruit de pluie énorme, et puis petit à petit, le truc, puis t'as la voix de Morrison, mais ça, lui, il écoute pas les Doors encore. Il y a là, on a fait le lien avec le Sgt. Pepper's The Beatles, vous vous rappelez, là, il y a quelques jours. Bah oui, c'était ce film qu'ils sont allés voir, lui et Sonia. Riders of the Purple Sage, avec Tom Mix, encore un grand film du muet, mais ce Riders of the Purple Sage, il y aura des remakes, etc. Et le Tom Mix, héros du film muet, il est sur la couverture du Sgt. Pepper's. Mais un de leurs copains là du Calem Club, un de ses fistons, savez-vous quoi? Il sera le batteur de Jefferson Airplane.
Ça vous intéresse pas? C'est pas grave. Je vais vous raconter des choses qui vous intéresseront plus. Oh bah, quand même, je suis là pour ça, non? Alors, allons-y. Rainstorm. Il pleut. Il pleut. Oh, tiens, tu te croirais dans Duras l'été 80? Ben non, c'est pas tout à fait ça. Sonia revient, S-H-A-O, je lis, il pleut, S-H revient, dinner, bah, c'est-à-dire qu'elle a amené les provisions qu'elle a fait, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retourne lire, et qu'est-ce que tu commentes? Alors, allons voir. Alors moi, bien sûr, j'ouvre le New York Times, c'est mon rituel tous les jours, jeudi 25 juin, j'ai fait mon balayage, j'ai trouvé, vous allez voir, quelques articles que je trouve bigrement intéressants, mais comment un journaliste pourrait écrire en même temps que les événements se produisent? Et là, je me suis dit, eh ben aujourd'hui, on triche. Alors, vous trouvez les inscrits que c'est pas juste, que j'ai pas le droit de tricher, que je devrais pas, que je suis hors jeu comme au football. Eh ben, tant pis pour vous, je vais le faire quand même. Regardez, on part ici et on entre 06, c'est le mois de juin. On entre 26, c'est demain. Après-demain par rapport à quand j'écris et demain par rapport là à la mention de Lovecraft. Vous me suivez, c'est pas compliqué. 1925, go, c'est écrit go là sur le petit clic. Et là, sur quoi on tombe en première page? Lightning shatters. St. Patrick's Cross also hits museum. Là voilà, le rainstorm, la tempête, la bourrasque, l'orage qui traverse New York, Violent Freaks of Storm. Elle est en première page du journal. Alors, c'était trop beau, j'ai pas lu le reste du 26, parce que là, oui, ce serait triché, puis on a le temps de voir. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est dans le Kansas, un théâtre qui s'effondre. Burlesque, c'est un théâtre burlesque. Ah bah ouais, tu vois le burlesque avec ceux qui sont morts là, dans l'effondrement. Mais on garde ça pour demain, puisque demain on continue. Malheur. Mais on avait ce récit de Rainstorm. Faut quand même qu'il ait plu pour que Lovecraft il ait gardé cette mention là. Alors moi j'ai pris l'article du New York Times. Il y a 2 colonnes. Et vous voyez que le compte-rendu, c'est 3 pages de texte. Et là, je me suis dit, bon, on en met quelques lignes, ou là je mets en annexe, et puis c'était pas ça, parce que des récits de destruction, combien on en a dans Lovecraft? C'est-à-dire à un moment donné, toujours vers la fin des histoires, une catastrophe s'accomplit. Dans cette catastrophe, c'est un effondrement. Prenez dans l'abîme du temps. On est dans le fond de ces souterrains, ces trucs comme ça. Tout d'un coup, tout commence à trembler, à s'effondrer. Le narrateur, ça va être une course, une course folle pour escalader des trucs qui s'effondrent en même temps et finalement arriver évanoui, là, tout en haut, au niveau du sol, où finalement on le retrouvera inconscient et il sera sauvé. Mais ces catastrophes, ces effondrements, ces villes qui explosent, on pourrait en trouver plein d'autres avatars, ou bien même quelquefois en ouverture. Prenez Chuchotement dans la nuit, c'est ces grandes inondations là c'est des inondations qui ont tout Boston a été submergé, et dans ces charrois de boue, on voyait des cadavres d'animaux roses, les pattes en l'air, tout gonflés. Cette image, et puis ça y est, Lovecraft part. Et je me suis dit, ce récit de la catastrophe, est-ce que nous, là, on pourrait pas s'en servir? Mais pour une fois, j'écris. Aujourd'hui on triche, on va piocher dans le journal de demain le récit de l'orage dont Lovecraft a été frappé au point de le noter dans son carnet. Des fragments de la statue sur la flèche de la cathédrale s'abattent sur la 5e avenue. Un éclair brise un panneau de granit de 5 tonnes sur la tour du musée d'histoire naturelle. Un hôpital en feu, panique parmi les nations de North Hudson. 2 personnes tuées par des voitures en dérapage. Un éclair a frappé le bras sud de la croix sur la flèche nord de la cathédrale Saint-Patrick à 17h10 hier après-midi, projetant des fragments sur l'édifice. Au même moment, un autre éclair a brisé. Et là, tout d'un coup, a surgi
Un objet qui, a priori, est un objet architectural, pourquoi pas, en haut du musée d'histoire, du musée américain d'histoire naturelle. Mais il le connaît, Lovecraft. Il y allait plein de fois. Avec Sonia, il y a emmené sa tante Lillian lors de visite à New York, il y allait avec Belknap Long. Il y a une énorme boule, une boule de granit de 5 tonnes. Et cette boule a été volatilisée par un éclair. Alors d'autres exemples. Prenez la musique d'Eric Zahn à la fin. Prenez justement celui qui hante la nuit, ces éclairs là qui frappent l'église. Donc là, pour moi, c'est cette passerelle entre comment tenir le récit de destruction de la ville. Et lui, évidemment, ensuite, c'est pas ça qu'il emprunte, il fait pas du copier-coller, quoi que ce soit. Simplement, quelle image intérieurement on a à chaque époque de ces récits, de tels récits. On est avant Hiroshima, par exemple. Au même moment, un autre éclair a brisé une boule de granit de 5 tonnes qui surmontait la tour sud-ouest du musée américain d'histoire naturelle, a projeté des morceaux de granit sur le toit, le terrain du musée et la structure surélevée de Columbus Avenue. Ailleurs, des corniches ont été ébrégées, des fusibles ont sauté, d'autres dégâts ont été causés par la foudre qui, pendant un court instant, a sifflé, crépité, explosé au-dessus de la ville avec une violence concentrée, rarement égalée. Alors que le ciel était traversé de tous côtés par la foudre, il a plu si fort, rainstorm, note Lovecraft. Un seul mot, lui, ça lui suffit. Que pendant quelques minutes, les gouttières se sont remplies, les tranchées ferroviaires se sont transformées en lacs, les sous-sols ont été inondés, plus de nombreux accidents de voitures causés par des dérapages. Pendant ce temps, il n'y avait pas un souffle d'air. Un effet étrange se produisait, car la pluie tombait à torrents, tandis qu'à l'arrière-plan, les éclairs déchiraient le ciel bas, le tonnerre grondait, roulait sans cesse. Des centaines de passagers de la ligne Greenwood Lake de l'Erie Railroad sont rentrés tard hier soir après un retard de 52 minutes causé par la tempête. Le sable, le gravier détaché par la tempête recouvrait les rails des voies est et ouest entre le remblai de 30 mètres, comme la tempête de la semaine dernière avait recouvert les rails à Rockport où un train de Lackawanna avait déraillé. Vous vous souvenez, 40 morts, les germano-américains. Le premier train s'est arrêté au bord du talus à 5h15, n'a pu repartir qu'une heure plus tard à West Orange. Attendez. 35 passagers d'un bus de la Newark Ampere Public Service bloqués dans 2 mètres d'eau, dans un creux de la chaussée, sous le pont ferroviaire de Lackawanna, à l'angle de la 4e avenue de la 15e rue à East Orange, ont été secourus par les pompiers. Les passagers, dont beaucoup de femmes, d'enfants, ont été évacués à l'aide d'échelles de 7,50 mètres tendues entre les fenêtres du bus et le trottoir. Le lieutenant Frank Hinderwels du camion 4 d'East Orange et une ambulance avec des infirmières et des médecins de l'hôpital d'East Orange Memorial, etc., etc. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui le récit de cette tempête. Alors, est-ce que c'était bien que je triche un peu? Bah ouais, une tempête, ça se sert pas à réchauffer, non? Alors, est-ce que pour autant, aujourd'hui, il se passait rien? Ben, on va aller voir maintenant, on va revenir au New York Times du jour. Alors, on recommence notre petite manip, mais à l'envers. On tape 06-25-1925 et on prend quelques minutes quand même. Qu'est-ce qu'on va prendre, par exemple, dans nos petits encadrés? 2 écoliers de Newark, isolés, parce que la lèpre, faible danger de contagion, disent les médecins. Mais c'est celui-ci que j'ai choisi aussi. Donc là, on va avoir 2 articles traduits. 2 garçons, des frères de 11 et 13 ans, tous 2 scolarisés à l'école publique d'Avon Avenue à Newark, ont été mis à l'isolement au Essex County Hospital de Soho, Belleville, New Jersey, atteints de la lèpre. Les patients sont Hale et Frank George, les enfants de monsieur et madame Francis George, domiciliés, etc., etc. Et ouais, c'est une lèpre parce qu'ils ont vécu aux Bermudes, mais il y a 6 ans qu'ils sont à New York. Et cette lèpre latente, là, bien, maintenant explose. Alors, une autre chose comme ça, dans ces articles du New York Times, la faim à Mexico tue 5 personnes par jour. La pauvreté endémique
envahi les journaux. Alors là aussi, c'est des marqueurs. Comment on meurt de faim en 1925 dans une grande métropole comme Mexico? Et est-ce qu'il y a un lien entre un événement comme ça pour sa dimension sociale et puis un tout petit encart ici de 3, 6, 12, 15, 20 lignes? On vient de retrouver Girl Unconscious in Park. Attendez, je l'agrandis plein écran. On retrouve une jeune fille inconsciente, Central Park, souffrant de malnutrition. Elle dit qu'elle vient de Baltimore. Une jeune femme qui déclare que son nom est Amelia Hawke, 19 ans, toujours, de Quantico, Virginia, a été retrouvée inconsciente le long de la 79e rue au coin de Riverside Drive, vous savez, là où va tout le temps se promener Lovecraft et les autres. On donne le nom des 2 agents qui l'ont trouvé, le patrolman George Wall. Alors qu'est-ce qu'elle a raconté à George Wall, l'agent? Eh bien qu'elle se promenait dans un jardin public à Baltimore, quand une voiture s'est arrêtée. Il y avait 2 hommes à l'intérieur, ils lui proposent du travail. Alors, tu as 19 ans, est-ce que tu montes comme ça dans une voiture avec 2 inconnus parce qu'ils te proposent du travail? Elle est montée. La voiture quitte Baltimore. Est-ce que tu pars comme ça dans un voyage sans aucun bagage? Est-ce que à ce moment-là, elle est contrainte? Est-ce qu'elle est contrainte et forcée? Est-ce qu'il y a agression? En tout cas, l'argument « on va te trouver un travail », c'est à New York qu'on trouve le travail. Comment tu fais le voyage de Baltimore à New York? All night and all yesterday. C'est-à-dire ça a été une nuit complète et une journée complète de voyage. Le trajet en voiture. Baltimore, c'est à côté de Washington. Elle a été examinée par le docteur Hamilton de Knickerbocker Hospital, dit que ce dont elle souffrait, c'était de malnutrition. Les 2 bons hommes? Non, on n'en parle plus. C'est tout. Elle avait faim, la pauvre. Alors, qu'est-ce qu'on l'a fait? After she had been fed. Et vous voyez comment on a gommé l'instance même de la violence. Et on l'a mise où? Au Florence Crittenton Home for Girls. On l'a mise en foyer. Voilà, ce genre de petit encadré. Mais moi, c'est mettre ça juste à côté là, de cette pauvreté à New York. Farabee, grand explorateur, ça forcément que Lovecraft aussi, c'est les grandes forêts de l'Amazone, la jungle, la prégnance de l'eau. Un autre, tout à l'heure, je vous parlais de cette inondation avec ces écroulements de terrain là, qui sont devenus sur un épisode réel à Boston, une inondation réelle à Boston dont Howard Phillips Lovecraft s'est servi pour Chuchotement dans la nuit. Mais là, ça a été la même chose dans le Wyoming. C'est-à-dire un glissement de terrain dans les montagnes du Wyoming qui emmène le bétail, les maisons et les arbres sur son chemin. Ces bestioles-là qui dérivent ensuite les 4 fers en l'air, toutes gonflées dans les torrents générés par ça. C'est l'image de départ du Chuchotement dans la nuit. Aujourd'hui, il y a ça dans le Wyoming. Cet explorateur qui avait ramené New Light on the Incas, qui avait exploré seul. On est autant dans Jules Verne, c'est la superbe Orénoque pas que plus directement dans des textes de Lovecraft. Et cet homme-là, on nous dit qu'il lui a fallu je ne sais pas combien de 40 transfusions sanguines. On essaye de le sauver à tout prix. Et vous croyez pas que quand on en est là du présent du monde, ça fait pas du bien de regarder un petit peu les nouveaux profils des dernières Chrysler. Voilà, c'était mon journal d'aujourd'hui. Vous voyez que même avec rien, bah ouais, mais hey, il y a eu cette tempête. À demain.